Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les résultats provisoires des élections législatives au Sénégal. Si la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar arrive en tête avec 82 sièges, car néanmoins la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les résultats définitifs devraient être divulgués d'ici quelques jours. Prorogation de la période transitoire au Soudan du Sud. Elle a été prorogée pour 24 mois supplémentaires à l'heure où plusieurs points de l'accord de paix n'ont toujours pas été appliqués. Et puis sur l'état d'avancement des travaux relatifs à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, une compétition qui a été reportée à janvier 2024. Les détails à suivre dans ce journal. Et tout d'abord, ce 5 août était un jour de fête pour le Burkina Faso. Le pays a célébré ce vendredi le 62e anniversaire de son indépendance. À la veille de cette célébration, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a adressé un message à la nation. Une allocution durant laquelle il a notamment adressé ses pensées aux personnes, je cite, qui luttent nuit et jour pour préserver cette indépendance. Le chef de la junte au pouvoir a également déclaré avoir une pensée particulière pour ceux d'entre eux qui ont perdu la vie dans ce noble combat, ainsi que pour ceux qui sont marqués à vie. Des propos qui font en quelque sorte office d'hommage rendu aux soldats tombés au combat dans la lutte contre le terrorisme. Notons que ce 4 août, 9 volontaires pour la défense de la patrie et 3 soldats sont décédés dans une attaque perpétrée dans la région du centre-nord. Le revers est cuisant pour la coalition présidentielle au Sénégal. À l'issue des législatives du 31 juillet dernier, Benno Bokk Yakaar a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. D'après les résultats provisoires donnés par la Commission nationale de recensement des votes, la coalition du président Macky Sall a obtenu 82 sièges. Du côté de l'opposition, Yewwi Askan-Wi et Wallu Sénégal, qui ont uni leurs forces, ont obtenu respectivement 56 et 24 sièges. Cher Omar Kamara. La coalition Benno Bokk Yakaar du président Macky Sall a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce qui ressort des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet dernier, publiés par la Commission nationale de recensement des votes. Benno Bokk Yakaar, qui avait besoin de 83 sièges pour obtenir la majorité absolue, n'a finalement obtenu que 82 sièges. La mouvance présidentielle ne dispose désormais que de la majorité relative. La coalition Natangué Askan-Wi n'a pas de siège. La coalition Aar Sénégal obtient un siège au scrutin proportionnel. La coalition Benno Bokk Yakaar obtient 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges. Juste derrière Benno Bokk Yakaar, la coalition de l'opposition Yewwi Askan-Wi, menée par Ousmane Sonko, a obtenu 56 sièges, auxquels s'ajoutent les 24 députés de Wallu Sénégal, coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade, avec qui elle a fait une alliance. Cette intercoalition cumule donc 80 députés au coude à coude avec la coalition au pouvoir. La coalition Wallu Sénégal obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yewwi Askan-Wi obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges. En attendant donc la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel, tout se joue avec les plus petites coalitions qui se partagent les 3 sièges parlementaires restants avec qui les deux camps devront composer. L'intercoalition Yewwi Askan-Wi Wallu Sénégal aura impérativement besoin de ces 3 députés pour asseoir une majorité et imposer la cohabitation au président Macky Sall et son régime. Benno Bokk Yakaar, quant à elle, devra nouer un accord politique avec un de ces 3 pour redevenir majoritaire. Dans l'actualité également, la signature d'un accord de paix entre le Sénégal et des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance.
Un accord scellé ce 4 août à Bissau en présence du chef de l'État bissau-guinéen, Umaru Sissoco Embalo, le président en exercice de la CEDEAO qui était chargé d'assurer la médiation entre les deux parties. Le texte a été signé par le chef rebelle César Atoute Badiat qui est aux commandes d'une unité du MFDC et par un émissaire du président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais qui a d'ailleurs salué sur les réseaux sociaux la signature de cet accord de paix. Le dirigeant a également affirmé qu'il reste, je cite, engagé pour la consolidation de la paix durable en Casamance. Elle était censée s'achever en 2023. Au Soudan du Sud, la période transitoire a été prolongée pour 24 mois supplémentaires. Les autorités ont signé en ce sens ce 4 août une feuille de route qui doit, je cite, relever les défis qui entravent la mise en œuvre de l'accord de paix. Car depuis sa signature en 2018, certains points n'ont toujours pas été appliqués. Nathalie Mouf. Le gouvernement sud-soudanais restera en place au cours des 24 prochains mois. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a prolongé la durée de la transition de 2 ans supplémentaires le 4 août 2022. Les autorités du pays ont annoncé une nouvelle feuille de route de la transition alors que des élections sont attendues en février 2023. Nous ne voulons pas vous précipiter dans une élection qui nous mènera à la guerre. Par conséquent, nous avons décidé de préparer le terrain au cours des 24 prochains mois pour ouvrir la voie à des élections au Soudan du Sud avec une armée unifiée, une constitution visionnaire et une solide compréhension de notre pays sur lesquels bâtir un gouvernement qui peut mener à bien la guerre contre la pauvreté, l'ignorance et le désespoir. Le processus de paix et de réconciliation subit de nombreux soubresauts depuis la signature de l'accord de paix revitalisé de 2018. Le gouvernement en place n'a pas réussi à implémenter la majorité des points de ce pacte, notamment la formation d'une armée nationale unifiée composée d'ex-combattants des groupes rebelles rivaux du pays. La présente prorogation de la transition a été rejetée par les partenaires au dialogue sud-soudanais. L'accord revitalisé était notre chance de corriger nos erreurs et je ne sous-estime ni ne rejette ce que nous avons déjà réalisé grâce à cet accord. Nous avons stabilisé le pays et établi un cadre pour transformer l'État en construisant des institutions efficaces. Le 5 août 2022, le président Salva Kiir a annoncé dans un communiqué que la prolongation de la transition est le fruit d'un consensus politique avec son principal rival Riek Machar. Il a indiqué que cette mesure n'est pas une manœuvre politique pour son maintien au pouvoir, mais une réponse aux défis posés par la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud. L'actualité, c'est aussi la publication de la liste des participants au dialogue de réconciliation nationale au Tchad, reportée à plusieurs reprises. Cette initiative voulue par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, doit se tenir le 20 août prochain. Un dialogue qui doit réunir plus de 1000 participants. Dans les détails, les partis politiques auraient obtenu 324 places. Une cinquantaine de places auraient ensuite été attribuées aux groupes rebelles. La société civile, quant à elle, devrait disposer de 287 places. Des quotas qui font grincer des dents dans les rangs de l'opposition. Selon Succès Masra, le président des transformateurs, ce débat est, je cite, biaisé en amont. L'opposant estime que 80% des participants sont issus de l'ancien système du pouvoir. En Guinée-Bissau, le secteur agricole constitue une source d'emploi pour 65% de la population selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour renforcer ce secteur, le pays mise notamment sur la noix de cajou, qui est la principale culture d'exportation du pays. Pour cette année, les autorités entendent d'ailleurs en exporter 200 000 tonnes. Philomène Tine. Au vu des nombreux défis à relever dans le secteur du commerce bissau-guinéen, le gouvernement cherche à renforcer ses relations avec les pays partenaires et à réorganiser le secteur, une manière de mieux promouvoir le commerce extérieur de la Guinée-Bissau. En ce moment, nous sommes en train d'organiser le secteur. Parce que, vous savez, le plus grand défi que nous avons, c'est par rapport à la restructuration de base de données des ministères de commerce. Jusqu'à présent, nous n'avons pas digitalisé les systèmes de données. Parmi toutes les organisations au niveau national ou international, toujours nous avons des difficultés de donner des informations très claires sur
les donneurs de commerce extérieur de la Guinée-Bissau. Les principales exportations de la Guinée-Bissau sont les noix de cajou qui contribuent à environ 80% des exportations totales du pays selon le Centre du commerce international. Sur une prévision d'exportation de 200 000 tonnes pour le compte de la campagne 2022, le pays a déjà expédié au moins 65 000 tonnes. Cette année, nous avons prévu une exportation environ jusqu'à 200 000 tonnes. Et jusqu'à présent, nous avons contrôlé plus que 200 000 tonnes. On a contrôlé déjà dans le marché bissau-guinéen presque 217 000 tonnes prêtes pour l'exportation. On a déjà exporté presque 67 000 tonnes. Par ailleurs, le financement du secteur privé en Guinée-Bissau demeure une problématique pour le gouvernement. Concernant le secteur des petites et moyennes entreprises, il bénéficie de certains projets d'industrialisation communs mis en œuvre au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dont la Guinée-Bissau est membre. C'est une spécialité culinaire très populaire chez les Égyptiens. Dans le pays d'Afrique du Nord, des millions de personnes consomment le koshari, un plat composé à base de riz et de pâtes notamment. Mais avec la hausse généralisée des prix due à la guerre en Ukraine, les citoyens craignent que ce plat ne devienne trop cher. Les précisions de Gladys Momba. L'inflation rend le koshari amer en Égypte. Cette spécialité culinaire est notamment composée d'oignons, de tomates, de lentilles, de pâtes et de riz. Autant d'ingrédients qui rendent la facture finale salée avec la flambée des prix due à l'invasion russe en Ukraine. Les millions d'Égyptiens qui consomment ce plat populaire et normalement peu coûteux craignent qu'il ne devienne un jour inabordable. C'est le repas du peuple. Personne en Égypte ne peut renoncer au koshari. C'est le plat le plus populaire et il aide les gens à remplacer d'autres plats plus chers car beaucoup de gens font beaucoup d'efforts physiques en une journée et ce repas est pour le citoyen moyen. Il est abordable car il ne coûte qu'environ 5 ou 10 livres égyptiennes. Mais maintenant, avec l'augmentation des prix, l'assiette commence à 12 ou 15 livres et peut atteindre environ 80 ou 70 livres égyptiennes. À peine remise de la pandémie de coronavirus, l'économie égyptienne subit un nouveau choc par les effets de la guerre en Europe de l'Est. L'inflation globale annuelle a dépassé les 13%, ce qui se ressent significativement dans le panier de la ménagère. L'impact de l'inflation sur le koshari est très redouté. Bien sûr, cela va faire une différence. Si je suis quelqu'un de la classe inférieure et que j'avais l'habitude de manger du koshari 5 fois par semaine, maintenant je n'aurai plus qu'à manger du koshari 3 ou 2 fois par semaine. Donc bien sûr, ça va avoir un impact. Les classes sociales supérieures vont être aussi impactées, parce qu'en fin de compte, c'est notre plat national. Le plat que n'importe qui peut acheter à tout moment, donc si son prix augmente drastiquement, ce sera un problème que tout le monde ressentira. Le gouvernement égyptien a récemment annoncé l'ajout d'1 million de familles à un programme de sécurité sociale, portant ainsi à plus de 20 millions le nombre total de bénéficiaires. L'Égypte, premier pays importateur de blé au monde, qui subit de plein fouet l'actuelle flambée des prix des matières premières, cherche depuis plusieurs mois à obtenir un nouveau cycle de soutien du Fonds monétaire international. Un mot de sport à présent avec les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Initialement prévue en 2023, la compétition a finalement été reportée à janvier 2024. Un report perçu comme une aubaine par le pays organisateur où les travaux avancent. À ce propos, le stade de Yamoussoukro a déjà été achevé. Philomentine. De juin 2023, la Coupe d'Afrique des Nations CAN que doit abriter la Côte d'Ivoire est repoussée en janvier 2024 en raison de la condition climatique très inquiétante dans le pays au mois de juin. Selon le gouvernement ivoirien, le pays n'était pas prêt à accueillir cette 34e édition du football africain en juin 2023, mais il le sera en janvier 2024 afin d'organiser la meilleure des CAN. Assurément, ça peut être une opportunité pour la Côte d'Ivoire de mieux organiser la compétition. 6 mois de plus dans une organisation, ça permet toujours de corriger ou d'améliorer certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas eu cette rallonge. En matière d'infrastructures, les travaux au niveau des stades en construction ou en rénovation, les infrastructures routières et hôtelières et les différents sites en Côte d'Ivoire sont pour la plupart inachevés ou en phase d'achèvement.
À cet effet, les autorités sportives ivoiriennes insistent sur l'obligation du respect scrupuleux du délai de livraison de l'ensemble des infrastructures fixé au 31 décembre 2022. Par rapport au délai du 31 décembre pour livrer les infrastructures, alors si on part du postulat que la Côte d'Ivoire était prête, ou en tout cas envisageait sérieusement de pouvoir organiser la CAN en juin-juillet 2023, il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas se faire. Mais vous savez que quand vous prononcez le report, ça peut amener un relâchement. Si les Ivoiriens pouvaient être prêts pour juin-juillet 2023, il n'y a pas de raison qu'en décembre 2022, on ne puisse pas avoir les infrastructures. Suivant l'état d'avancement des travaux, le stade de Yamoussoukro est déjà achevé et réceptionné. Le stade de la Paix de Bouaké est en cours de réception. Quant au stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe, avec un financement de 20 milliards de francs CFA, il est en train d'être remis aux normes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.